tous et à toutes. Nous revoici, comme chaque saison, pour les revues de lecture. Alors, je suis Piero San Giorgio, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais j'imagine que la plupart d'entre vous me connaissent. Bref, cette année, donc j'enregistre ceci fin décembre 2017. Donc j'ai beaucoup de livres aujourd'hui à vous conseiller, à vous proposer de lire. Mais avant de commencer, parce que ce n'est pas un livre, c'est un calendrier, je vous présente un calendrier qui m'a été offert et que j'ai trouvé très sympa. C'est le calendrier de l'année 2268. Alors, je vous avoue que je ne comprends pas tout, j'apprends toujours, et donc je ne sais pas vraiment à quoi se réfère cette année, mais c'est évidemment 2018 pour le calendrier julien. Ce qui est sympa dans ce calendrier, ce sont tout d'abord les illustrations. Je crois que l'illustrateur s'appelle Halfdan Rikirson, et c'est un calendrier qui nous donne les fêtes traditionnelles européennes païennes, ainsi qu'évidemment les dates évidemment usuelles. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, ce sont les explications de chaque fête qui nous expliquent les sources, on va dire, païennes, nordiques, européennes. Alors, c'est pas que des nordiques, hein, il y a aussi des fêtes qui nous relancent. Alors, il y a des très beaux tableaux, il y a des très belles explications. Alors, ça rend pas hein, sur Internet, sur une caméra comme ça, mais c'est très sympa. Et je trouve que ça change des calendriers qu'on a d'habitude, que j'ai aussi. Et donc, comme il est très très beau, une très très belle facture, euh, voilà, je pense que nous devons, je ne suis pas païen moi-même, hein, je suis athée, mais retrouver les traditions à la racine des peuples européens, c'est important. Et pourquoi pas, par un calendrier, commencer, voilà, c'est anodin. En plus, ça peut permettre d'engager des discussions si vous le mettez chez vous ou au bureau, et simplement dire, voilà, je suis intéressé par, voilà, qu'est-ce que c'est que la fête de Wodan, et Odin donc, qu'est-ce que c'est que la fête de la lumière en décembre, et connaître en tout cas une partie qui a été effacée de notre histoire, effacée essentiellement par la chrétienté, et effacée et phagocytée en même temps. Mais enfin bref, hein, on va pas faire de débat inutile à ce moment-ci, mais enfin c'est très intéressant. Vous le trouvez aux éditions, je mettrai le lien, aux éditions Secheta. Je mettrai le lien en dessous. Donc, un chouette calendrier de vraiment très bonne qualité en plus. Il est plastifié, donc c'est pas un truc qui va se démonter, que vous pouvez garder d'une année à l'autre. Donc, j'ai trouvé sympa. Donc, voilà, le calendrier Azatrou. On reste dans le paganisme. Un petit livre très court, très sympathique, de notre ami, de mon ami, même si je ne l'ai jamais rencontré, mais quelqu'un que j'apprécie, Varg, c'est 6 heures du matin, j'ai de la peine. Varg Vikernes et Marie Cachet. Alors, c'est un premier tome, tout petit tome, par thème, et il y en aura beaucoup d'autres. Alors, je me délecte de les lire à l'avance, qui sont, voilà, dans le premier, alors c'est en anglais, je crois qu'il est sorti en français, vous le trouvez en français sur Amazon. Voilà, Paganism Explained, c'est-à-dire l'explication, qu'est-ce que c'est que le paganisme. Alors, il y aura plusieurs tomes, donc là, c'est évidemment pas tout ici, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense, et ni avec ce que je pense. Moi, je pensais que le paganisme, c'était simplement, voilà, de croire ou d'avoir des rituels de vénération ou simplement de folklore sur des dieux tels que nos ancêtres européens pouvaient, et pas que européens d'ailleurs, pouvaient éventuellement prier. Enfin, ce sont des dieux des forêts, des peuples de forêt, donc les peuples d'Europe, les peuples d'Asie centrale, d'Asie du Nord. euh, et en fait, il y a beaucoup plus que ça. C'est en fait un message. Alors, je ne peux pas vous en dire plus, parce que sinon je gâche le livre, ce serait spoiler un livre qui est court. Mais dans le premier tome, il y a déjà un premier message qui est expliqué par le biais d'une explication d'une légende, d'un conte euh, typiquement nordique. Alors, je ne sais plus de quel pays il vient, mais enfin, voilà. Il y a des messages intéressants qui sont en fait transportés dans la symbolique. Mais en réalité, même par exemple dans la Bible, dans la Torah, une grande partie des histoires, en réalité, elles sont symboliques pour nous passer des messages. Pour ça, allez voir les vidéos de Jordan Peterson au Canada, qui explique le symbolisme de la Bible, et c'est fascinant.
Et c'est ça qu'il faut garder de ces textes. Hein. Ce n'est pas la surface, ce n'est pas le rituel, c'est en fait ce qu'il y a de profond. Et c'est là où il y a de la sagesse. Mais ça exclut la religion en tant que truc inventé par les hommes, évidemment. Alors, voilà. Varg, Vikernes et Marie Cachet, premier livre, premier tome d'une série de livres sur le paganisme, très intéressant. Passons, enfin c'est lié, pour une fois, on va parler d'un livre pour enfants. Il faudrait que je vous fasse une série uniquement sur ça. Livre pour enfants, en fait vous connaissez sans doute ce dessinateur japonais, Kazuo Iwamura, Une nouvelle maison pour la famille souris. Alors ce qui est sympa dans celui-ci, c'est qu'en fait vous avez une famille souris, c'est généralement les souris que je demande à mon chat et à mon chien de manger, hein, et de chasser, mais enfin voilà, qui déménage. Et ce qui est sympa, c'est que les détails de Monsieur Iwamura sont très précis. Je ne sais pas si on voit très bien, ils font sur 2 grandes pages avec un petit texte. Et donc les enfants, c'est idéal pour des enfants entre 2 et 5 ans. Ils adorent, même ma fille de 7 ans adore encore relire ces livres, parce que non seulement ils peuvent apprendre progressivement à lire, mais surtout ils voient dans ces textes des petits détails, des petits... voilà, et puis les petites souris, elles bâtissent leur maison avec évidemment des matériaux de la forêt, et donc ils la fabriquent avec de grande qualité à la japonaise. Et le dessin est vraiment très bien, très beau. Ça se passe dans la nature. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... Voilà, c'est très apaisant pour les enfants. Ça change de Walt Disney. Et voilà, et en fait, on voit une famille qui est en train de se préparer en faisant ses stocks, en bâtissant sa petite base autonome durable de souris. Et voilà, c'est un livre fort charmant qui nous donne l'importance des repas en famille, etc. Donc voilà, une histoire naïve, mais c'est ce qui est bien pour les enfants. Et en plus, ce dessin très fin pour les enfants qui aiment dessiner peut leur donner des idées de faire des petits dessins. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'aimais bien faire des dessins très précis, très petits, sur des très grandes feuilles, donc ça devenait des sortes de fresques, enfin, toute proportion gardée, euh, assez grandes. J'avais du talent de dessinateur quand j'étais petit. Et voilà, donc vous le trouvez facilement hein, dans les librairies ou Une nouvelle maison pour la maison souris, Kazuo Iwamura. Vous pouvez aller sur toutes les BD, enfin, c'est pas des BD, sur tous les dessins, tous les livres pour enfants de cet auteur. Vous le trouvez aux éditions L'École des loisirs, et c'est un livre qui date de, je crois, 1981, à l'époque où on avait encore une éducation des enfants qui était normale et qui était bien. Alors, on va passer à... J'ai tellement de livres, en fait, j'en ai une quinzaine. La suite, c'est un livre qui va nous parler que j'ai beaucoup aimé. C'est le dernier que j'ai lu de cette série. C'est un livre de notre ami Gilles Lartigot, Hit 2, la suite de Hit. Alors, c'est un livre qui est différent, bien qu'il ressemble, parce qu'il y a une sorte de couverture qui s'y ramène. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la suite, mais il traite ce livre d'une manière extrêmement touchante, extrêmement humble, extrêmement intelligente. D'abord, le constat que ce monde est en train de nous, bien que l'on vive plus vieux, bien que l'on soit dans l'apothéose de nos technologies et de nos succès matériels et dans le confort, ce monde est en train de nous tuer. Et nous tue à petit feu. Il nous tue dans notre tête, il nous rend malheureux. Et ce livre nous explique comment ce monde qui nous tue, quelle démarche nous pouvons avoir pour arriver à vivre. Et c'est pas du tout dissemblable à mon approche dans mes livres. Et c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié. D'autant que ce qui reste, on va dire, semblable dans ce livre et le précédent de Gilles Lartigot, ce sont d'abord de très belles photos de son épouse Valérie, que je salue, de très belles mises en page, avec des photos plus sobres que dans le premier, peut-être. Elles étaient très bien dans le premier, mais peut-être plus sobres, plus, je dirais pas, peut-être moins intimes, mais plus artistiques et qui nous font plonger dans la profondeur des sujets qui sont traités. Donc vraiment, ça c'est très intéressant.
Et voilà, le livre, évidemment, commence à... Et le livre est évidemment bâti autour d'interviews de spécialistes. Par exemple, j'avais beaucoup aimé euh, ce médecin, alors il faut que je retrouve peut-être non, voilà, d'un expert en cancer. Voilà, d'ailleurs, le premier thème, c'est pourquoi est-ce qu'on est malade et notamment pourquoi est-ce qu'on a autant de cancers. Et je trouve que la thèse de Gilles Lartigot est très très bien. Et voilà, Nicole Delépine, que je connaissais sur Internet pour avoir écouté quelques-unes de ses exposés. Il y a à chaque chapitre, voilà, par exemple, le chapitre sur la vie, sur comment vivre, comment devenir résilient, c'est l'interview de notre ami Vol West, qui fait une interview très très intéressante. On voit à quel point Vol West est quelqu'un, moi je le vois largement au-dessus de moi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une approche, alors elle est différente, moi j'ai une approche avec une famille, avec voilà. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Et là, vous voyez dans cette interview pourquoi c'est quelqu'un qui est valable et pourquoi c'est important de, de mettre en place cette démarche de résilience, d'autonomie. Et je trouve que l'interview de Gilles, qui est relatée ici, qui est une longue interview, elle est très riche, elle est très belle. Hein. Entre les deux, bien sûr, on parle de nutrition, on parle d'alimentation, on parle euh, de traitement, du mauvais traitement qu'on inflige dans notre alimentation, dans notre industrie alimentaire aux animaux, qui est un sujet cher à Gilles, qui est un sujet cher également pour moi, mais dont Gilles a fait un peu pas son cheval de bataille, mais un des grands thèmes principaux. Donc vraiment, c'est un livre fascinant que vous trouvez. Voilà, alors le sous-titre de Hit 2, c'est Des morts et des vivants. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où beaucoup d'entre nous sommes en fait dans une phase mortifère. Et nous devons aller, et beaucoup d'entre nous l'ont déjà fait cette étape, vers une phase de vie. Et d'ailleurs, la préparation, le survivalisme, quel que soit le mot que vous appelez, auquel vous donnez à cette euh, démarche d'autonomie et de résilience, c'est bien entendu une démarche de vie dans un monde qui nous tue. Bref, un livre que je vous conseille, qui est à lire absolument. De toute façon, tous les livres que je vous conseille sont à lire. Alors, je ne vous conseille pas des livres à ne pas lire. Euh, Vraiment très très important, très important. Un livre humble encore une fois, un beau livre et en plus approché avec humilité, sans dogmatisme et sans approche péremptoire. On ne vous dit pas ne mangez pas de viande. On vous fait simplement réfléchir et c'est ça que j'aime. Moi j'aime les gens qui font réfléchir. C'est ce que j'essaye de faire même quand je provoque. Surtout quand j'en provoque. Et donc, un livre à lire, Hit 2, de Gilles Lartigot, avec les photographies de Valérie Bacon. Ce qui me fait penser à un livre, alors je n'aurai pas beaucoup de livres en anglais aujourd'hui, c'est essentiellement du français, donc vous allez être content si vous ne comprenez pas l'anglais, mais enfin, si vous ne lisez pas l'anglais, un livre qui est fascinant, alors qui fait partie des nombreuses et nombreuses, j'ai lu plus de 150 livres pour servir de référence à mon prochain bouquin. Mais j'ai préféré vous partager celui-ci en premier, c'est donc un journaliste américain, Robert Whittaker, Anatomy of an Epidemic, c'est-à-dire Anatomie d'une épidémie. Je ne sais pas si ce livre est disponible en français. Il devrait. En tout cas, j'appelle les éditeurs qui ont envie de se faire un peu de sous à traduire, publier et mettre à jour ce livre pour la France, l'Europe. C'est un livre qui euh, constate une épidémie de maladies mentales en Occident. Alors, ce livre traite brièvement les causes, mais simplement constate qu'une industrie, depuis les années 20, depuis les années 1900, hein, 1920, 1930, alors que personne ne savait guérir ou traiter la maladie mentale autrement que par des méthodes extrêmement brutales qui étaient des asiles où les gens qui avaient des troubles mentaux étaient aspergés d'eau gelée et enchaînés pour éviter de faire du mal ou se faire du mal pour les cas plus graves, voire dans les années 30-40 subissaient des lobotomies. Alors lobotomie n'est pas le mot juste, j'ai appris qu'en fait il y a un mot plus précis que j'ai oublié et que j'ai pris note. Mais en gros, c'est sûr que ça fonctionne, hein, la lobotomie. Mais en revanche, le résultat n'est pas forcément très intéressant. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à ces années 30-40, les taux de maladie mentale étaient extrêmement faibles et qu'une toute petite minorité de ces taux extrêmement faibles dans la population étaient traités et devaient bien sûr nécessiter des traitements assez lourds et probablement assez inhumains. En revanche, à partir des années 50, nous avons vu
C'est une explosion du nombre de cas. Alors, surdiagnostication, certainement. Euh, des cas qui ne sont pas des cas psychiatriques sont désormais aujourd'hui, et dans les années 80, 90, 2000, de nombreux cas, par exemple un enfant normal est diagnostiqué aujourd'hui comme hyperactif, et on lui donne des drogues extrêmement violentes, extrêmement avec des effets secondaires extrêmement lourds et probablement plus graves que les effets de l'éventuel problème qui peut exister. Et donc, nous avons une industrie qui a pu acheter la profession médicale, qui a parfois même réussi à convaincre les autorités pour poser des sortes de médicaments qui ne soignent pas du tout et qui font plus de dommages que, parfois extrêmement graves, que soi-disant la maladie elle-même. Et dans ce cas, il faut dire que ce sont plutôt les psychologues qui ont raison. Souvent, on critique les psychologues comme n'étant pas une science, mais au contraire étant une sorte de blabla, alors que, en revanche, pour les maladies mentales, il semble que dans l'immense majorité des cas, en fait, c'est la discussion et la psychologie et l'approche d'écoute et de discussion mutuelle qui résolvent une grande partie des problèmes, et non pas la médicamentation qui, en revanche, évidemment, génère énormément de profit. Alors, ce n'est pas juste des thèses. Le journaliste fait une enquête et il va chercher l'histoire des médicaments qui ont été donnés. Et en fait, on voit, et j'en parlerai dans un de mes prochains livres, à quel point l'industrie médicale, en fait, elle s'est fourvoyée sur l'idée qu'à chaque symptôme, il y a un remède miracle, c'est-à-dire une pilule miracle qui, voilà, vous avez un rhume, prenez cette pilule, c'est bon. Et en fait, cette approche, elle est arrivée avec les antibiotiques, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons remarqué à la fin du 19e siècle et première moitié du 20e siècle, qu'effectivement, la découverte successive d'abord, alors la pénicilline, c'est Fleming, je crois que c'est en 1923, mais on a eu des découvertes avant, notamment avec certaines formes vaccinales et aussi avec certaines formes de plantes qui sont antibactériennes, mais surtout antivirales. Nous avons imaginé, enfin, l'industrie médicale naissante, elle a imaginé que pour toutes les maladies possibles et imaginables, y compris les maladies mentales, ou les troubles mentaux, on va dire, c'est pas forcément péjoratif de dire maladie mentale, eh bien, à chaque problème, il y a une solution miracle. Et donc, solution miracle veut dire pilule miracle, veut dire médicament. Et donc, si au début ça a pu fonctionner et ça a pu vraiment marcher pour certaines maladies, c'est vrai que si vous avez une infection, la pénicilline fonctionne très bien, etc. Mais lorsqu'on arrive sur des choses très subtiles, multifactorielles, que peuvent être d'abord beaucoup de maladies, mais notamment les maladies mentales, eh bien, donc le journaliste prend l'histoire de certains médicaments pour certaines maladies et montre à quel point et comment elles ont été mises sur le marché, à quel point elles ont été prouvées toujours et encore comme étant des systèmes pas des médicaments qui ne marchent pas du tout, alors qu'elles ont été autorisées, alors qu'elles elles ont eu des effets de mode. On se souvient du Valium, on se souvient du Prozac, on se souvient du Zoloft, avec des effets secondaires, encore une fois, terribles. Aujourd'hui, la Ritaline pour les enfants, c'est une catastrophe. Et par exemple, même le lithium pour les bipolaires. Je me souviens voilà, il prenait l'exemple, le mec qui a inventé le médicament qui est basé sur le lithium pour les bipolaires, les gens qui ont des troubles bipolaires. Pardonnez mes imprécisions dans mon langage, je ne suis pas un expert en psychiatrie, mais évidemment ce qu'on écrit c'est très précis. En Australie, celui qui a fait les premiers tests, il a fait un test sur 10 personnes, et 6 personnes ont eu leur condition qui s'est améliorée. Et donc on a dit, voilà, dans 60% des cas, la situation s'améliore, ou semble s'améliorer, en tout cas à très court terme. Ce que les études oublient de dire, c'est que sur les 10 cas, il y a eu 4 morts. En fait, il y a eu 4 morts, et un sur les 6 qui se sont soi-disant améliorés a eu des lésions extrêmement graves à long terme. Donc, bon, c'est sacrément risqué, hein, c'est un peu jouer à la roulette russe avec un revolver où sur six coups, il y en a 3 il y a 3 balles dans le barillet. C'est pas comme ça qu'on soigne les gens. Bref. Et donc, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il vous révèle, parce que c'est ce qui nous intéresse, il nous révèle comment l'industrie, en l'occurrence de la pharmaceutique et de l'industrie médicale au sens large, comment elle arrive à convaincre, en fait, à acheter
parfois contre leur gré ou contre leurs intérêts, l'industrie des médecins. Et comment en fait les médecins peuvent être complètement biaisés, transformés à coups de congrès, à coups d'experts qui sont payés pour dire, pour vendre des médicaments qui vont dans le sens de l'industrie à la télévision. Et ces experts et tout ce système influencent le médecin qui, même dans le meilleur des cas, hein, qui est sincèrement pour soigner et faire le meilleur pour ses patients, eh bien, il est débordé d'informations, il est débordé. Vous savez, un médecin, surtout un généraliste, il a 50 000, chacun de ses patients a des symptômes un peu différents, donc il peut être vite débordé, et s'il est convaincu par l'industrie que voilà, à tel problème, telle solution, eh bien, il va avoir tendance à donner des solutions qui en réalité ne le sont pas. Et on voit aussi évidemment l'industrie. Alors le livre date de début des années 2000, donc il serait intéressant d'être mis à jour. Donc c'est chose que je fais dans mes recherches pour mes prochains bouquins, bien que ce soit un tout petit chapitre. Les problèmes psychiatriques seront un chapitre minuscule de mon prochain livre, mais enfin j'en parlerai de manière synthétique, je crois. Et on voit que c'est une industrie gigantesque. Donc moi je vous conseille de lire ceci, surtout si vous avez quelqu'un autour de vous, près de vous, dans votre famille ou chez vos amis, qui prend des médicaments pour des soi-disant troubles psychiatriques. Je sais que parmi vous, il y en a qui en prennent et qui sont, forcément, parce qu'on n'a pas d'autre opinion, qui sont convaincus par leur médecin. Alors, moi, je ne vous dis pas quoi faire. Réfléchissez par vous-même, mais ça, c'est un livre très intéressant pour vous apprendre à réfléchir par soi-même. Donc, Anatomy of an Epidemic, de Robert Whittaker, vous le trouvez facilement. C'est un livre vraiment intéressant. Alors, est-ce que je vais terminer par la... Non, je ne vais pas terminer par les fictions. Euh, Quelques livres dans la série comprenant le monde dans lequel on vit. Alors, on va commencer par celui-ci. Il faut toujours faire confiance à Alain de Benoît. Il écrit beaucoup et il écrit des livres exceptionnels. Je crois que je ne vous en ai jamais parlé de celui-ci, j'espère. Si c'est le cas, pardonnez-moi, mais je vais en parler vite. Alain de Benoît, il faut lui faire confiance pour mettre le point final, pour faire le résumé, non seulement philosophique, mais factuel, définitif, des tendances du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ce livre, Les démons du bien, il nous parle de cette volonté des progressistes, il y en a encore et ils sont en commande, de vouloir transformer le monde, faire l'homme nouveau, et en l'occurrence ces dernières années, de nous parler du genre, de changer les sexualités fondamentales de l'être humain, et tout ça soi-disant pour notre bien. Le livre d'Alain de Benoît nous met tout ça à plat, nous donne des réflexions anthropologiques, des réflexions factuelles sur le désastre et l'imbécilité de cette démarche de vouloir faire le bien des gens malgré eux. C'est pour ça qu'il est plus intéressant de faire réfléchir les gens. Après, que les gens fassent ce qu'ils veulent et qu'ils se foutent en l'air ou pas par eux-mêmes. Mais théorie du genre, mariage pour tous, euh, tout cela est démonté dans ce livre. Et vous connaissez, pour ceux qui connaissent, la qualité d'écriture, la qualité de précision de travail d'Alain de Benoît. Eh bien, si vous voulez tout savoir sur l'idéologie du genre, gender, comme on dit, et si vous voulez surtout avoir l'approche définitive pour choisir en votre âme et conscience, et surtout pour aller combattre ces conneries, ça c'est le livre qu'il vous faut avoir lu. Les démons du bien d'Alain de Benoît. Vraiment un très très bon livre d'édition Pierre-Guillaume Deroux, que vous trouvez assez facilement, je crois. Alors, puisqu'on parle toujours d'hommes et de femmes, un livre qui m'a plu, L'homme tue et la femme rend fou. C'est un excellent titre. Philippe de Vupierre, j'espère que je prononce bien. Comprendre l'architecture de la société du suicide. Très très intéressant. En fait, nous sommes effectivement dans une société qui va très très mal, dans un monde qui va très très mal. Moi, je ne considère pas que cette société c'est la mienne, c'est fini. J'ai fait sécession il y a bien longtemps. Et cette société va aussi mal parce que les relations hommes-femmes ont été complètement bouleversées, détruites. Alors j'en parle un petit peu dans un de mes livres, Femmes au bord de la crise, par rapport au féminisme, mais il y a aussi des sous-jacents psychologiques qui ont été changés. Et comme conséquence, le,
voilà, l'homme s'énerve et la femme devient de plus en plus insupportable. Et donc il y a de plus en plus une scission entre les hommes et les femmes. Il y a de plus en plus de destruction qui en résulte. Destruction au niveau des éventuels couples, destruction quant à l'incapacité de créer des familles, à l'incapacité de rester avec ses enfants et sa famille, incapacité quant à garder une santé mentale et ou une posture relativement non violente dans le cadre des relations humaines. Et violence qui n'est pas seulement physique, hein, évidemment. Aujourd'hui, les premiers pourvoyeurs de violence sont les publicités, l'État surtout, euh, et les grandes entreprises, ce ne sont pas les individus. Alors vous me direz, certes, mais dans quelques années, tout ceci va être réglé par la charia. Bon, alors évidemment, tomber de la poêle dans les braises, c'est pas vraiment une solution. Enfin, c'est un livre qui est très intéressant pour comprendre où est-ce que nous sommes arrivés. Alors c'est un livre écrit euh, de manière très étonnante. Je pense que je serais très intéressé de voir le prochain livre de Philippe de Vupierre. C'est lié avec beaucoup de références chrétiennes. Alors j'imagine que M. de Vupierre est un chrétien, je pense catholique, mais je peux me tromper, en tout cas convaincu et croyant, parce qu'il met beaucoup de références religieuses. Et c'est vrai, même si je critique allègrement les religions parce qu'elles sont des créations humaines et parce que souvent elles sont suivies par des gens qui sont des abrutis, mais enfin, il faut bien que les abrutis fassent quelque chose. On ne peut pas juste les noyer à la naissance. C'est pas évident. Il faut déjà les dépister. Mais les religions sont utiles. Elles sont utiles parce qu'elles cadrent. Et notamment, le monde, quel que ce soit l'Occident ou ailleurs, il était cadré par des pensées religieuses. Alors probablement, il faudrait inventer quelque chose de plus élaboré, de mieux. Mais encore une fois, par exemple, des hommes non religieux ou non croyants, ce qui est mon cas, ils peuvent avoir des morales qui peuvent être les siennes, qui se sont construits eux-mêmes et qui fonctionnent ou pas. Mais on n'a pas besoin forcément d'une religion. L'avantage de la religion, c'est que dans une grande partie des cas, elle fonctionne parce qu'elle cadre les gens. Elle cadre pas que les abrutis d'ailleurs, elle peut cadrer aussi des gens très bien, des gens tout à fait sensés, qui vont en général prendre la religion à la carte et avec une certaine mesure, quelles que soient les religions d'ailleurs. Parce que souvent, notre comportement, il reflète le fond que l'on a. Mais enfin, nous pouvons nous laisser influencer. Il y a des religions de mort qui nous donnent même si on est quelqu'un fondamentalement de bien ou qui aurait pu être bien, qui nous pousse à une forme de nihilisme démoniaque. Enfin, il y a des religions qui sont mauvaises, enfin, c'est comme ça. Même si appliquées par des gens normaux et sympas et bien, elles peuvent être moins dommageables que ce que l'on pourrait penser si on lit directement le texte. Enfin, je ne vais pas parler de religion aujourd'hui, mais enfin, j'ai trouvé intéressant, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai trouvé intéressant ces références religieuses. On parle de Saint François de Sales, il y a des références au texte, évidemment. Et surtout, je l'ai trouvé pas moralisateur. Et ça, c'est toujours intéressant quand c'est pas moralisateur. Donc, un livre intéressant de Philippe de Vupierre, L'homme tue et la femme rend fou, aux éditions Retour aux sources, 15 €. Voilà. Alors, continuons, le petit déjeuner étant pris. Livre très intéressant pour les amateurs d'histoire, La France divisée contre elle-même de Adrien Abosi. Livre très riche en informations sur, au fond, la thèse d'Adrien Abosi est que la France n'est pas la République, et que la République est en fait l'anti-France. Et donc, c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler dans l'histoire, évidemment, autour du procès Dreyfus, autour des années 20, 30 et ainsi de suite. Mais finalement, cette définition est assez convaincante. Et Adrien Abosi nous parle de la France depuis qu'elle existe, dans une brève, enfin, une longue introduction sur l'histoire de la France jusqu'à la Révolution. Et puis l'essentiel du livre nous parle finalement de cette volonté de ce qu'est la République en France, de détruire
tout ce qui a fait le passé et la force de cette grande nation qu'est la France. Et que cette œuvre de destruction, elle a commencé très vite, elle a parfois été ralentie, et même, elle a parfois été totalement évictée, chassée du territoire. Il y a un chapitre tout à fait intéressant sur la période de Vichy, sur les quelques années que cette période a duré, chapitre tout à fait convaincant et qui montre ce que les historiens sérieux savent, c'est-à-dire qu'en réalité, le maréchal Pétain et le gouvernement de Vichy ont en réalité lutté contre les Allemands de manière extrêmement efficace et n'ont jamais cessé de combattre auprès des Alliés, auprès des Anglais et plus tard des Américains, l'occupation en fait et l'invasion et l'Allemagne qui avait évidemment battu les armées françaises en France. Et donc un chapitre très convaincant et que je corrobore par certaines de mes autres lectures en histoire de cette période, et qui va évidemment à l'encontre de la doxa justement républicaine qui a été mise en place après-guerre pour enfoncer encore plus et éliminer, même physiquement, puisque pendant l'épuration, des dizaines de milliers de Français ont été tués par les hordes communistes lâchées, hordes communistes qui étaient en fait alliées à l'Allemagne nazie au début. Donc voilà, toujours se méfier de ces gens-là. Et ce livre comment dire, non seulement fait cette thèse et je pense apporte de manière convaincante cette thèse au lecteur qui la découvrira. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu autre chose que des choses horribles sur le royalisme avant, enfin sur les rois, sur évidemment, on ne parle même pas de Vichy, c'est n'importe quoi ce qu'on nous raconte, mais ce livre nous amène aussi sur les objectifs de cette République française, de cette sorte de cabale, je pense que le mot est juste, contre les peuples, et qui va jusqu'à vouloir détruire ces peuples physiquement par le métissage, l'immigration massive, etc. Puisque comme les peuples, anthropologiquement, surtout en Europe, ils ne veulent pas de ce mode de vie et de ces réflexions, eh bien, il va falloir éliminer le peuple. Et donc, donc ce que se dit, en fait, cette mouvance qui est représentée, cette mouvance, elle s'est représentée en France par la République française. En Russie, il y a eu un moment qui s'appelait voilà, la révolution bolchevique et finalement la période communiste. Cette mouvance, elle est en train d'essayer de prendre le pouvoir aux États-Unis, mais elle s'est fait, elle a perdu contre Trump. Cette mouvance a pris le pouvoir dans les universités, dans les médias. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment le camp des peuples et le camp de ces élites qui ont cette idéologie de destruction et qui ont ce rêve messianique de créer un homme nouveau. Adrien Bozit, qui est catholique, nous parle de nouveau Adam. Je pense que c'est tout à fait juste, parce qu'en fait, c'est une pensée religieuse qui nous agresse, cette pensée de cette république, qui est une pensée maçonnique, qui est une pensée judéo-protestante, mais dans le mauvais sens du terme, enfin dans le mauvais sens du terme. Les croyants vont parler de satanisme, je peux comprendre cette approche, mais enfin le livre d'Adrien Bozit reste très factuel, très historique, il ne va pas dans de l'ésotérisme, on est d'accord. Et donc c'est un livre qui pour les amateurs d'histoire est fascinant parce qu'il nous permet d'aller chercher les racines du mal qui nous ronge aujourd'hui, là où elles sont. Et elle nous explique au fur et à mesure, toujours de manière extrêmement détaillée, extrêmement référencée, pourquoi nous en arrivons ici. Alors d'ailleurs, j'ai rencontré Adrien Bozit, vous le savez, je l'ai interviewé avant l'apparition de ce livre. Je lui relance l'invitation de peut-être venir en Suisse ou si on se rencontre à Paris. J'aimerais beaucoup l'interviewer sur ce livre, mais surtout sur l'histoire, parce qu'on voit que c'est un passionné d'histoire. Moi, je suis un passionné également d'histoire. Je pense qu'on aura des convergences sur notamment la Première Guerre mondiale, car il est bon de rappeler que c'est la France qui a gagné la Première Guerre mondiale et qu'elle a réellement laté l'Allemagne en 1918. Mais au-delà de ça, c'est intéressant de discuter sur les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est intéressant. Voilà, c'est rare d'avoir des interlocuteurs avec qui on peut être sérieux. Vous savez que j'aime bien être taquin.
Voilà, donc vraiment un livre à lire. Alors en plus, le dernier chapitre termine sur les solutions. Et effectivement, grâce à Internet, grâce à cette mouvance qui est en train de se mettre en place, de dire la vérité, même si on n'est pas d'accord, même si parfois la vérité elle est très relative, elle est très subjective, eh bien beaucoup de gens donnent une vision et une version alternative de l'histoire et des choses du monde. Et donc il y a un espoir. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui on essaye de censurer au maximum Internet et les chaînes vidéo, etc. Ce qui ne fonctionnera pas, puisque les gens censurés vont bouger sur d'autres chaînes, et donc les gens qui les suivent vont suivre également. On ne peut pas arrêter la révolte qui vient. Alors, est-ce que la révolte arrivera avant ou après l'effondrement, ou pendant? Difficile à dire. Donc voilà, je vous conseille ce livre, La France divisée contre elle-même. Si vous êtes catholique, vous devez lire ce livre. Si vous êtes comment dire, un patriote français, si vous aimez la France, mais la vraie France, je pense que vous devez absolument lire ce livre. Passez l'info autour de vous. 20 euros, La France divisée contre elle-même aux éditions Altitude, un livre absolument à lire, vraiment très très bien. Ce qui nous amène à un sujet qui fâche, parce que les gens aiment bien se cacher la tête et qu'il y a ce syndrome de l'autruche, où on préfère se cacher plutôt que voir la réalité. 3 livres qui traitent du même sujet, peut-être pas de la même manière, mais on va commencer par celui-ci, La guerre civile froide, de Monsieur Vernochet, Jean-Michel Vernochet, 17 euros aux éditions Le Retour aux Sources. Un livre qui nous explique pourquoi nous sommes en ce moment justement dans cette guerre civile, pour l'instant larvée, pour l'instant froide, entre ces forces qui nous oppriment et qui font venir des gens qui nous tuent, qui nous détruisent au quotidien, qui nous pourrissent la vie, et les forces qui essayent de comprendre ce qui se passe, qui se réveillent, qui sortent, qui par la pilule rouge sortent de la matrice et qui commencent à comprendre pourquoi et qui commencent à s'organiser. Et, euh, et donc le titre est très bien choisi, La théogonie républicaine de Robespierre à Macron. C'est-à-dire que voilà, il est lié avec le livre d'Agnès Imbosite, c'est-à-dire qu'il nous amène alors avec une autre approche, qui n'est pas une approche historique, bien qu'il y ait un fil rouge qui est justement depuis la Révolution française, comment la, la- la manière de l'idéologie républicaine, elle nous amène dans la catastrophe où on est aujourd'hui, comme cette idéologie a amené le nazisme, comme cette idéologie a amené le bolchevisme. Partout où cette idéologie est mise en place, c'est des millions de morts, des catastrophes, des désastres. Et la France est peut-être le prochain pays, mais ce n'est pas le seul. L'Angleterre est dans le même cas, de plus en plus l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, peut-être l'Espagne ou l'Italie sont dans cette phase de destruction avancée et d'explosion qui finira dans l'extrême violence. Et je pense que la Yougoslavie est le- le- malheureusement le canevas de ce qui va se passer avant ou pendant ou après l'effondrement. En tout cas, si c'est avant, ça provoquera un effondrement. Vu la disparition de ces pays dans le chaos qui ressemblera à une guerre de 30 ans. Vous connaissez ma thèse récente là-dessus. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici voilà, une étude qui est peut-être plus idéologique que celle que fait Adrien Bozit sur l'idéologie profonde de cette République. Et donc sur le nihilisme qui en est à la fois la cause et la conséquence, sur comment les mots tels que liberté, égalité, fraternité ont été déviés, on fait croire qu'ils ont un sens, alors qu'en réalité, idéologiquement, ça veut dire un sens tout à fait différent, et que à la fin, c'est un instrument de pouvoir, c'est un instrument d'enrichissement pour des élites, pour une toute petite clique de personnes, c'est un système de prédation et de destruction et quelque part, je pense, de jouissance de ces élites du mal qu'ils font. Donc là, on rejoint aussi les thèses de Pierre Hillard, tout à fait juste là-dessus. Et donc, ce livre est nécessaire, je crois, pour comprendre l'épistémologie, la source profonde du mal qui nous détruit tous en ce moment, d'un point de vue idéologique, et qui nous structure également nos économies, qui vont s'effondrer. Donc nous arrivons à la fin, donc c'est un témoignage aussi sur voilà, le pourquoi nous allons souffrir ces prochaines années d'un point de vue doctrinal, si on veut. Moi, je parle beaucoup de l'approche économique,
et de la convergence des catastrophes économiques, écologiques, sociétales, là on a une approche doctrinale et historique comme Adrien Bozit qui a une approche historique. Et tout ça c'est très convergent. Donc c'est très intéressant pour comprendre ce qui arrive. Donc la guerre civile froide de Jean-Michel Vernochet, 17 euros, au retour aux sources, c'est un livre qu'il faut lire également. Ce qui nous amène à un livre très intéressant de Damien Leguet, La guerre civile qui vient est déjà là. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir. Alors c'est un auteur assez mainstream, hein, qui je crois il écrit au Figaro. Et dans ce livre, il nous donne déjà les signes. Alors évidemment, en France, c'est un livre français qui parle de la France, qui nous donne les signes dans la criminalité, dans le terrorisme, mais pas tellement les grands actes terroristes comme Nice, comme le Bataclan, mais le terrorisme qu'il y a tous les jours. Et en fait, ce dont les médias ne parlent pas, c'est que tous les jours, il y a des gens qui sont égorgés, tous les jours, il y a des gens qui sont tués, tous les jours, il y a des actes de terrorisme. Alors, en Allemagne, par exemple, c'est un mort par jour. Les médias n'en parlent pas. Mais c'est un mort par jour. Alors, certes, c'est moins que les accidents de la route, bien sûr. Mais enfin, c'est pas nécessaire, parce que les gens qui commettent ces meurtres n'étaient pas là il y a 20 ans. Ils n'étaient pas dans nos pays. Et donc, on a importé des gens qui nous tuent. Et des idéologies qui veulent nous conquérir, nous détruire. En plus de tout le reste. Et c'est logique. Dans le livre de Vernochet, on nous montre que ça a une logique. C'est que si on veut remplacer le peuple européen, il faut le métisser, mais il faut aussi le tuer. Et il faut le soumettre par la brutalité, par la force, par l'impôt d'un côté, mais aussi par la violence au quotidien. Et pour cela, on fait venir des chefs de camps de concentration que sont les immigrés. Enfin, pas tous, hein, évidemment. Mais il y a une approche de gardiens de camps de concentration. Et il ne tient qu'à nous, comme il ne tenait qu'aux gens dans les camps de concentration, de se révolter. Il y avait 25 gardes pour 10 000 prisonniers. Le jour où on comprend qu'il n'y a que 25 gardes, on prend des manches de pioche et on déboulonne la tronche aux gardes, hein, et on s'en sort, et on part, parce que la comparaison n'est pas raison, nous ne sommes pas vraiment dans un camp de concentration physique, nous avons la capacité de reprendre le contrôle des outils de production, pour prendre un terme marxiste, ou simplement, peut-être pas du pouvoir, mais simplement de reprendre notre liberté. Mais enfin, pour l'instant, il va falloir s'occuper des gardiens du camp de concentration qui nous tapent, nous tuent, nous violent, enfin, ils laissent partir, qui laissent libre camp à leur anthropologie naturelle et aux idéologies euh, pseudo-philosophiques religieuses qui sont les leurs. C'est comme ça. On ne mélange pas l'huile et l'eau. Et c'est plutôt la nitroglycérine en l'occurrence. Et donc on voit dans ce livre voilà, les origines de la guerre civile et finalement le début d'un réveil. Donc lorsqu'un journaliste du mainstream commence à voir que lui aussi il commence à constater le réveil, chose que les gens comme nous qui se baladent dans le pays, qui rencontrent le peuple, se rendent compte que ça se réveille de manière très brutale, et que comme on ne peut toujours pas s'exprimer, la pression monte, la pression monte, la pression monte, la guerre civile commence. Et ce n'est pas nous qui l'avons commencé, hein, ce ne sont pas les Européens qui l'ont commencé. Donc il explique à quel point ce sera brutal, à quel point... alors évidemment, ça reste dans le mainstream, ça reste avec des conséquences enfin, assez crues, qui est décrit assez clairement. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ose dire que ce sera la Yougoslavie. Mais enfin, c'est un livre très intéressant à lire, donc Damien Leguet, La guerre civile qui vient est déjà là, 20 euros aux éditions, les éditions du Cerf. Très bien, très bon livre. Ce qui m'amène à un autre livre, qui lui a une thèse similaire mais un peu différente. Alexandre Mindel, Partition, la chronique de la sécession islamiste en France. Alors ça, c'est un livre qui ne prend que l'approche islamiste, alors il ne voit pas l'ensemble des choses. Parce que je ne parle pas que de l'islam, hein, quand je parle de gens en anthropologie différente. Il y a d'autres gens qui ont des anthropologies différentes, il n'y a pas que les musulmans. Euh, et donc, dans ce livre, en revanche, il explique à quel point, déjà aujourd'hui, le pays s'est partitionné. Donc, en fait, la phase de partition, comme celle que l'on a vue en Yougoslavie, est déjà en œuvre. Alors, on pourrait écrire le même livre sur, non pas encore la Suisse, mais sur une partie de la Belgique, une partie de l'Allemagne, une partie de l'Angleterre. Peut-être une partie de la Suède, comme Malmö ou certaines régions. Mais enfin, voilà les grands pays qui sont aujourd'hui déjà dans une partition qui est consommée. Le processus est en marche en Italie, de manière beaucoup plus petite, en Espagne, peut-être aux Pays-Bas et
peut-être moins au Danemark, et évidemment aucun phénomène dans les pays des Balkans et d'Europe de l'Est, puisqu'ils n'ont pas les gens à problème, comme l'Europe occidentale. Et ce livre, comme le précédent de Alexandre Mandel, est très intéressant parce que lui va dans la granularité. Il ne fait pas des généralités, il prend des exemples du quotidien des imams et des jeunes de banlieue, enfin des jeunes parfois qui ont 40 ans, qu'il interviewe et dans lesquels il, euh, il montre par ses interviews à quel point les problèmes sont énormes et sont consommés, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de réconciliation. Et c'est bien pour ça que je fais le tri, moi aussi, hein, dans la manière dont je m'exprime. Je me force à faire sécession, moi aussi, à me partitionner, moi aussi. Et le temps de... Bon, l'égalité, ça m'a jamais plu, mais le temps de la réconciliation, à mon avis, c'est fini. D'ailleurs, on le sent, hein, que c'est trop tard. Et c'est bien pour ça que j'explique aux gens, rentrez chez vous, rentrez dans vos pays, parce que à terme, vous n'avez aucune chance. C'est comme ça. Bref, c'est un livre à lire, très important. Euh, voilà, c'est un journaliste indépendant, Alexandre Mandel. Je dois dire c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui a un grand sens de l'humour. Son livre est très très bien écrit. Je l'ai trouvé meilleur que le premier, qui s'appelait La France islamisée, je crois, ou La France islamiste, chez Ring, qui était pas mal. J'en avais fait la revue, mais celui-là est meilleur. Celui-ci est mieux. Il va plus dans le concret, il va plus dans ce qui va se passer. Alors, je vous avoue qu'on reste sur sa fin, on se dit, mais il fallait rajouter un ou deux chapitres, peut-être ce seront les thèmes d'un prochain livre. Parce qu'encore une fois, comme souvent ces livres, comme ces trois précédents dont je vous ai parlé, ils s'arrêtent là où commence mon travail. Alors, j'aimerais bien les amener sur mon terrain, leur dire, ok, mais une fois qu'on a constaté que ça va être la merde, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, mais ça c'est mon terrain, pas que moi, hein, mais voilà, donc je peux pas leur. Mais en fait, quelque part, j'ai envie de leur dire, mais venez me faire concurrence, parlez aussi de ces sujets-là, parce que je sais pas que je me sens seul, mais j'ai envie de plus de monde, j'ai envie de plus de solutions pour comparer les miennes aux leurs et me rendre compte lesquelles sont intéressantes, lesquelles sont plus bonnes ou plus intéressantes que d'autres. Donc, vous voyez, je cherche en fait la confrontation, qu'elle soit amicale ou non. Mais en fait, ça m'enrichit, c'est pour ça que parfois je provoque et je titille. Bref, Alexandre Mandel, Partition, chronique de la sécession islamiste en France, un très bon livre qui mérite d'être lu. Alors, passons à la partie solution. Alors là, j'ai 3 livres. Il faudrait une fois que je vous fasse peut-être que je reprenne des vieux livres que j'ai lus il y a quelques années. Mais enfin, aujourd'hui, voilà, on va parler de trois solutions différentes et qui se complètent. Alors, la première, c'est mental. Jack de Noval, Un ciel sans aigle. Alors, je crois que je vous en ai parlé, mais comme je suis un peu Alzheimer, c'est comme pour le livre d'Alain de Benoît, tout d'un coup j'ai un doute. Alors, dans le doute, on le remet. C'est la suite de La Voix virile et qui précède le 3e tome qui sortira l'année prochaine, en 2018, qui est Devenir un barbare. Alors, c'est une bonne tradition entre le premier et le suivant, dont je vous parlerai quand il sortira en français. Et donc ce livre, un ciel sans aigle de Jack Donovan, nous explique aussi pourquoi, finalement, d'un point de vue symbolique, notre monde ne nous intéresse plus, que nous devons le quitter. Nous devons faire sa sécession, symboliquement d'abord, physiquement ensuite, fiscalement bientôt, et puis à la fin, euh, structurellement et institutionnellement. C'est très important ce que je viens de dire. Et ça va faire flipper les mecs des services qui nous écoutent, parce que dès qu'on touche à la fiscalité, ils flippent. Bref, c'est bien normal, mais de leur point de vue. Donc dans ce livre, nous continuons à expliquer pourquoi en fait il n'y a plus d'exemples possibles et que finalement dans un monde, alors faut choisir ses mots avec attention si on ne veut pas se faire bannir, aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus de figure virile, où il n'y a plus de figure intéressante, on va dire, plus personne n'a envie de suivre. Alors tant qu'il y a un peu de confort et de petits plaisirs au quotidien, on les prend. Mais la réalité, c'est que nous avons besoin de choses beaucoup plus grandes. Je sais pas, je plaisante toujours en disant faites-nous envahir la Pologne. Et parfois, voilà, Gengis Khan, il se posait pas la question du genre. Euh, il faisait ce qu'il devait faire.
Et donc, nous avons besoin de quelque chose qui nous galvanise. En tout cas, je parle pour un Européen, peut-être que dans d'autres pays c'est différent, et dans d'autres anthropologies c'est différent, mais dans l'anthropologie européenne, nous avons besoin de quelque chose qui nous pousse. Ça peut être des ambitions artistiques, scientifiques, ça peut être des ambitions de grandeur, de grandeur d'âme surtout. Aujourd'hui, c'est disparu. Et je suis un fruit de. Moi, je ne fais pas de morale, vous le savez. Je suis un fruit de ce monde-là. Donc, je n'ai pas la prétention de vous dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Ce que je peux vous dire, c'est que dans ce livre, vous découvrirez la suite de c'est, euh, euh, pourquoi le monde ne nous permettra pas, le monde tel qu'il est aujourd'hui, ne nous permettra plus jamais d'avoir ces ambitions. Et que donc ce monde, puisque nous ne pouvons pas le changer, nous devons nous en retirer, attendre qu'il meure, et sa mort est très prochaine, et nous allons reconstruire un monde plus tard. Et comment nous allons reconstruire ce monde, eh bien, c'est surtout dans son troisième livre qui viendra bientôt, Devenir un barbare, qui est l'approche psychologique de comment nous pouvons nous changer nous-mêmes. Mais en attendant, il y a d'autres solutions dont je vais vous parler. Donc, Jack Donovan, 15 euros, Un ciel sans aigle. Une des solutions, et ce livre, alors voilà, encore un livre en anglais, livre excellent, et on se court après avec l'auteur je devais l'interviewer, mais bon voilà, il est occupé, moi aussi. Prosperous Homesteading, Greg Jeffers. Alors homesteading, c'est un peu l'idée de la BAD, mais aux États-Unis. Dans le monde des preppers, dans le monde des survivalistes, il y a ce concept de homesteading qui est exactement très proche du modèle de la base autonome durable. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous fixez sur du sol, vous réenracinez et vous créez vos modèles d'autonomie. C'est ce que parle Vol West dans Hit 2. C'est-à-dire que vous travaillez au maximum pour avoir votre eau, votre nourriture, vos systèmes énergétiques. Alors ce livre est exceptionnel et j'encourage, je ne sais pas si mon éditeur regarde ces vidéos, mais je l'encourage à prendre ce livre et le traduire en français parce qu'il est exceptionnel. Dans ce livre, qui est au Club Orlov Press, vous le trouvez sur Amazon, très très bien, ce livre, c'est un manuel qui explique comment ce monsieur a changé de vie et a monté sa BAD, a monté sa ferme. Et c'est un témoignage qui est juste parfait. Il y a tout. Comment il a acheté du terrain, et ce qui surtout, c'est que c'est granulaire. C'est-à-dire, il dit, voilà, chose que ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire et je ne l'ai pas fait dans mes livres, j'aurais dû. Et il dit, par exemple, voilà, alors j'ai acheté tant de terrain, ça m'a coûté tant, et voilà comment j'ai financé la chose, voilà comment je l'ai faite. Ensuite, sur ce terrain, j'ai retapé la grange, j'ai transformé la grange, j'ai mis des chambres à coucher dans la grange parce que parfois j'ai mes parents qui viennent, donc je les polais. Et le jour où moi je serai vieux, je pourrai dormir dans la grange et donc les enfants ils prendront la ferme. Enfin, il a tout planifié et il donne les détails de ce qu'il a dépensé, comment il l'a fait, comment il a mis en place voilà, les systèmes d'achat, de paiement, comment il fait sa comptabilité. Il y a tout détaillé super bien. Alors évidemment, c'est en dollars et les prix sont américains. Mais il explique, alors il y a des photos, hein, comment il a mis en place un système pour l'irrigation, comment il a acheté plus de terre, combien de bois il a besoin pour faire tourner son chauffage chaque année. C'est vraiment, vraiment granulaire. Donc, toutes les personnes qui ont déjà, ou qui sont dans la démarche, ou qui planifient la démarche d'une base autonome durable, ce livre est absolument indispensable. Et il n'est même pas très grand à lire. C'est je sais pas, 200 pages, 150 pages. Et il est super bien fait. Vol West, si tu nous regardes, tu dois lire ce livre. Ça donnera 2-3 trucs en plus à ta nouvelle ferme urbaine. Et vraiment, voilà, comment mettre en place ces toilettes sèches, et surtout, vraiment, payer. Comment ça coûte? Alors, évidemment, vous allez adapter les prix au lieu où vous vivez, au lieu où vous habitez, mais ce détail, cette granularité, vous permet de comprendre et de budgétiser vos dépenses et d'en donner la priorité. Et ça, c'est très très important. Donc c'est un livre, voilà, j'en ai pas dit grand-chose parce qu'il est génial, et puis comme c'est un manuel très précis, voilà, il faut le lire, quoi. Et les outils à acheter, quels sont les outils indispensables, quels sont les outils qui ne sont pas nécessaires, ça va vraiment très très bien. Donc Greg Jeffers, Prosperous Homesteading, aux éditions Club Orlov Press, vous les trouvez sur Amazon. Un livre vraiment indispensable. Je vais essayer de faire en sorte que quelqu'un le traduise et le publie en Europe parce que c'est vraiment bien, en français notamment. Autre livre très intéressant, lui en français, Localisation. Comment choisir un emplacement viable pour son domicile par Gregory Book. Alors c'est un livre que j'ai lu très récemment.
et que j'ai eu la chance voilà, de me rendre compte que ce livre existait. Et c'est un livre qui est un très bon complément à survivre à l'effondrement économique de votre euh, serviteur. C'est un livre qui donne voilà, la marche à suivre pour comprendre où vivre, en fonction de différents critères que sont les critères naturels, l'hydrographie, le climat, mais aussi voilà, l'économie, vos métiers, la proximité, les transports, la météorologie, le type de terrain, les éventuels problèmes de criminalité, de guerre civile dans la région que vous allez choisir. Et donc, il vous explique euh, vraiment de manière... quand je lis, j'ai l'impression de voir exactement ce que je fais lorsque je fais du conseil. C'est exactement la marche à suivre à quelques intersections près. On pourrait intervertir pardon, quelques chapitres, mais c'est à peu près ma marche à suivre. Donc voilà, c'est tout à fait intéressant. Et voilà, c'est un livre technique, précis, avec pas mal de références en plus. Euh, Vraiment pratique, hein, voilà, par exemple, comment mesurer la pollution atmosphérique, voilà, des choses dont on parle dans NRBC, mais enfin, très simple, mais à la fois pointu. Voilà, avec beaucoup de références sur comment aller vérifier, je sais pas, est-ce que votre terrain est fertile ou pas fertile, quelle est sa composition, euh, voilà, quelles sont les zones de production de nourriture autour de la ville ou du village que vous allez choisir. Tous ces points qui sont à la fois un checklist, un pense-bête, je pense qu'on dit en français, hein, voilà, un système où on peut dire, ah oui, il y a ça à faire, et puis on tique en fonction de notre choix. Et puis une fois qu'on a sélectionné plusieurs endroits, parce que parfois les gens se disent, voilà, j'aimerais quitter une grande ville, j'aimerais aller à la campagne, mais quels sont les critères? Alors il y a le coup de cœur, certes, mais aussi il y a des critères techniques et des critères précis. Et donc ce livre vous permet de faciliter cette sélection de critères. Et d'ailleurs, avec celui-ci, ce sont deux livres qui vont très très bien ensemble. Alors, vous le trouvez facilement, donc Localisation de Gregory Bourque, ça doit être auto-édité, il est très très bien, 17,99 €. Très très bon livre que je vous conseille de lire. Alors, pour terminer, deux fictions, parce que parfois il faut se divertir. Alors, la première fiction, allez, on reste dans un, on reste dans ce qui est maintenant une trilogie de William Fortune, qui est en réalité voilà, que vous avez connu par Le Jour d'après. Alors ça, c'est le troisième tome. Il y avait eu une seconde après. C'était le premier tome. Ensuite, il y avait un jour d'après. Et celui-là, c'est le dernier jour. Alors en réalité, ça se passe 2 ans et demi après cette attaque de EMP qui a eu lieu sur les États-Unis et qui a ravagé tous les systèmes électriques et électroniques des États-Unis, donc qui a détruit le pays, avec 90% de la population qui meurt dans les premiers 6 mois, et même carrément dans les premiers jours. Et autant le premier livre traitait de bon, bah, qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup il n'y a plus d'électricité par une attaque de MP. Le deuxième commençait à, à, à prendre en compte voilà, les problématiques d'une survie à long terme, mais aussi d'attaque de la part de gangs criminels, et puis finalement du plus grand gang criminel qui est l'État. Ici, nous avons le dénouement où finalement l'État se met en guerre totale pour essayer de reprendre le contrôle sur les gens qui ont réussi à se rassembler en communauté et qui réussissent à survivre malgré les difficultés d'un monde qui a été complètement chamboulé. Et donc, alors c'est très américain, évidemment, puisqu'on voit un État, enfin, en fait, les survivants de l'attaque, et puis on se rend compte, hein, je ne vais pas vous révéler le fin mot de l'histoire, mais enfin, on se rend compte que l'État est extrêmement malveillant, enfin, c'est normal, hein, c'est toujours comme ça, et que donc, voilà, si vous avez aimé les premiers livres, c'est un livre à lire, si vous ne les avez pas encore lus, lisez-les, et éventuellement, lisez le troisième tome qui est pas mal, très diversement. Il commence un peu lentement, mais disons que la narration est vraiment voilà, en montée, c'est une technique de narration intéressante, mais qui prend le risque. Le début est un petit peu chiant, mais en revanche, à partir du tiers du livre, l'histoire devient vraiment intéressante. C'est le risque pour ceux qui... Alors évidemment, si vous n'avez jamais lu les premiers livres, le livre a peu d'intérêt. Donc voilà, William Fortune, Le jour final, The Final Day. Livre très drôle, très sérieux. Le 11 septembre à Paris, c'est un roman par Aldosteron. Alors Aldosteron a un grand talent d'écrivain de fiction. Il sait structurer, il sait mettre l'humour. Le seul défaut, et comme ça c'est fait, c'est que le fait d'être auto-édité fait que
par moment, il rate quelques petites coquilles, qui ne sont pas importantes, hein, et peut-être deux, trois petites structures qui auraient pu être améliorées. Mais enfin bon, ça c'est la critique de quelqu'un qui fait les mêmes erreurs et qui, heureusement, parce qu'il est publié chez un éditeur, alors on gagne moins d'argent, au moins corrige l'orthographe, les coquilles et quelques petites structures défaillantes. Mais enfin, ce livre est super drôle et très intéressant, et il prend comme thèse que voilà, nous avons besoin d'un autre grand attentat terroriste aujourd'hui dans le monde pour essayer de sauver l'économie américaine, notamment le dollar. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reprend les mêmes. L'équipe du 11 septembre remet ça, et cette fois, la cible, c'est Paris, une cible beaucoup plus facile que New York. Et quand on parle des mêmes, c'est les mêmes, c'est-à-dire des gens manipulés par des manipulateurs. Et donc, il reprend, et en fait, par ce livre, alors ça reste de la fiction, on n'en sait rien, mais je soupçonne Aldostérone, que j'apprécie beaucoup, au-delà simplement de ce livre, de nous expliquer, à son avis, comment est arrivé le 11 septembre de 2001. Et donc en recréant le processus de planification et d'exécution d'un 11 septembre à Paris, eh bien on voit à peu près les mêmes techniques qui ont eu lieu en 2011. Alors évidemment, vous imaginez bien que la tour Montparnasse est une cible, mais pas que. Il y a des cibles aussi beaucoup plus liées à du NRBC, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse découvrir ça dans le livre, parce qu'on ne va pas casser le suspense. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que voilà, bah, ce sont toujours les mêmes abrutis, qui, parce que c'est des abrutis à la base, se font convaincre par des systèmes religieux et idéologiques utilisés par des gens cyniques et parfois qui ont vraiment la volonté de conquérir et la volonté de faire du mal dans leur idéologie, et parfois qui s'auto-justifient cela parce qu'en disant voilà, vous faites chier, vous soutenez ceux qui font chier la Palestine, donc nous on va vous attaquer, etc. Mais qu'au-dessus, les grands organisateurs, en réalité, ne laissent rien passer, et ce sont évidemment les services. Et les États qui sont touchés sont au courant des attentats qui arrivent. Et simplement, par incompétence, mais parfois simplement par calcul, ils laissent faire. Et ça, j'ai trouvé très très juste. Et tout cela est expliqué avec beaucoup de cynisme, beaucoup d'humour. Alors après, il faut avoir un humour à la Pierrot, c'est-à-dire que moi, quand quelqu'un il finit, quand vous vous débarrassez d'un corps en le faisant passer dans les tuyères d'un réacteur d'avion à pleine puissance, moi je trouve ça drôle. Mais bon, c'est moi. C'est parce que c'est. Je me dis, ah ouais, c'est un peu plus sale et plus compliqué et plus cher qu'avec les cochons. Qu'on prenne qui pourra, mais c'est rigolo. Voilà. Cela dit, c'est un monde qui vous envoie à Moscou, à Tel Aviv, à Washington, à New York, à Paris évidemment, dans les banlieues du 9-3, dans le Sinaï, et qui est évidemment, que je ne prétends pas que c'est une histoire vraie du tout, c'est une fiction. Mais enfin, qui nous donne quelques indices assez techniques, parce que ce qui est intéressant avec l'auteur, c'est qu'Aldostérone est en fait à l'esprit assez d'ingénieur quelque part. C'est quelqu'un qui est assez capable d'être technique. Moi j'aime beaucoup ça. C'est quelqu'un qui est capable de dire voilà, c'est-à-dire qu'il va nous donner la marque et le fonctionnement du réacteur en question de l'avion. Et on sent qu'il connaît très bien l'aéronautique. On sent qu'il connaît très très bien la structure des bâtiments, des immeubles. Et je pense que c'est un fin connaisseur de la psychologie humaine, notamment des gens qui viennent de sa partie du monde d'où il vient lui, d'où il vient lui-même. Et donc ça c'est tout à fait intéressant. Bref, un livre extrêmement intéressant, extrêmement drôle et divertissant. Et je crois que c'est un livre, voilà, c'est rare que je relise les romans, mais je pense que je vais le relire. Je vais le mettre de côté dans une année, je vais le relire. Et après le prochain gros attentat qu'il va y avoir à Paris, parce qu'il y en aura, c'est planifié, eh bien, je vais le relire. C'est un livre à avoir. C'est un livre à avoir. Et sur ça, c'était une longue, mais voilà, pas mal de livres aujourd'hui. C'est une longue série de conseils de lecture. Encore une fois, la lecture, c'est utile pour s'ouvrir la tête. Réfléchissez par vous-même. Ne croyez pas à tout ce que je dis. Je le dis depuis le début. Réfléchissez par vous-même. Réagissez si vous voulez réagir. Tombez dans le panneau si vous voulez tomber dans le panneau. Et à l'année prochaine. À très bientôt.